Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter ensemble de la question de la sortie des énergies fossiles, en s'intéressant notamment au rôle des acteurs associatifs, avec l'appui de Justine Ripoll, juriste et spécialiste des Carbon Majors dans l'association Notre Affaire à tous. Depuis la révolution industrielle, nos sociétés se reposent massivement sur les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, qui ont permis un développement économique rapide. Mais cette croissance a un coût énorme pour notre planète. Une manière de comprendre ce lien entre énergie et émissions de CO2, c'est l'équation de Kaya. Elle montre que le CO2 émis dépend de 4 facteurs: la population, le PIB par habitant, l'intensité énergétique de l'économie et surtout la quantité de CO2 par unité d'énergie. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut donc décarboner notre énergie. La transition vers un modèle sans fossiles implique ainsi de repenser totalement nos systèmes de production et de consommation d'énergie. Aujourd'hui, 80% du mix énergétique mondial repose encore sur les énergies fossiles. En France, même si 50% de l'électricité est décarbonée grâce au nucléaire, les fossiles restent omniprésents, notamment dans les transports et l'industrie. Les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre en France, soit 4,1 tonnes de CO2 par an par Français, sur un total de 9,9 tonnes. Globalement, ce sont 30 milliards de tonnes de CO2 qui sont rejetées chaque année dans l'atmosphère. L'extraction pétrolière détruit aussi les écosystèmes. Dans les zones Natura 2000 en Europe, par les marées noires au Pérou, polluant les rivières et empoisonnant les communautés locales, ou encore en Amazonie où l'exploitation gazière et pétrolière met en péril l'une des plus grandes réserves de biodiversité mondiale. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont révélé à quel point notre dépendance énergétique pouvait entraîner des crises économiques, de l'inflation à la récession sociale. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine et les tensions autour du gaz russe soulignent l'importance de réduire cette dépendance pour garantir notre sécurité énergétique. Mais cette transition est freinée par le lobbying des énergies fossiles. Le rapport Billy Oil in Court de 2024 indique que les grandes compagnies pétrolières font face à 86 procès pour leur responsabilité climatique. L'American Petroleum Institute aurait même dépensé 2,5 milliards de dollars en lobbying pour retarder les réglementations environnementales. Le CAP Report de 2023 du PNUE montre quant à lui que nous sommes loin d'atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5%. Pour cela, il faudrait réduire de moitié les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le terme clé à connaître est celui de Unabated Fossil Fuels, ces énergies fossiles utilisées sans capture de carbone. Elles sont responsables de la majorité des émissions et devraient être abandonnées au profit des énergies renouvelables. Au regard de la situation préoccupante du réchauffement climatique mondial et global, les réponses à l'international ne sont pas au rendez-vous. Entre timides compromis mettant en lumière la faible coopération entre États et les mesures de contrôle peu coercitives, les acteurs pro-sorties fossiles peinent à imposer leur leadership. Pourtant, pour répondre à un problème global et généralisé tel que la nécessité de supprimer l'utilisation de l'énergie fossile, la concertation internationale serait la réponse idéale et nous allons en étudier les différentes initiatives. La question de la décarbonation de l'énergie est un enjeu crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais qui a été abordé relativement tard. Ce n'est que lors du sommet de Rio en 1992 qu'est créée la Convention cadre sur les changements climatiques, ratifiée par près de 195 pays ainsi que par l'Union européenne. L'objectif fixé est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Cette convention a été renforcée en 1997 par le protocole de Kyoto pour limiter et réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bien que la réduction des énergies fossiles ne soit pas explicitement mentionnée lors de ces deux rencontres, la réduction des émissions de CO2 était, dans les faits, un encouragement à diminuer leur consommation. Les conventions cadres sur les changements climatiques ont aussi mis en place les conférences des parties, plus connues sous le nom de COP. La COP 15 en 2009 à Copenhague est la première à mentionner clairement l'importance de la sortie fossile, sans pour autant imposer un cadre contraignant aux États. S'ensuit la COP 21 et l'accord de Paris en 2015 qui met en place, entre autres, les engagements nationaux, les contributions déterminées au niveau national, CDN, sur certaines normes à respecter et à reporter au niveau international. Le pacte de la COP 26 de Glasgow mentionne aussi la sortie fossile progressive du charbon et la diminution des subventions aux énergies fossiles. Ainsi, les COP successives ont encouragé la nécessaire transformation des mix énergétiques des États, mais les progrès concrets dépendent fortement des engagements volontaires des pays et de leur mise en œuvre. La plus grande avancée est faite lors de la COP 28 à Dubaï en 2023, car la question de la sortie fossile va se placer au cœur des négociations. Lors de cette COP, l'accent a été mis sur la nécessité d'une transition énergétique globale.
À la table, les acteurs de la société civile prennent une sortie progressive avec un agenda clair pour la première fois. Les négociations aboutissent sur une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques de manière juste, ordonnée et équitable. Contrairement à la COP26, l'objectif est plus clair. Réduire progressivement l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais ce cadre présente dès le départ des faiblesses structurelles et juridiques. Tout d'abord, les parties se sont entendues sur des compromis d'appel à une transition assez vague sur les systèmes énergétiques et un appel à accélérer les efforts vers une réduction progressive, uniquement du charbon non atténué. De plus, les détracteurs de la COP pointent aussi du doigt des promesses sans engagement faites par les États, des call to. Pour cause, certains pays ne reconnaissent pas le rôle du pétrole dans les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, les États arabes unis veulent doubler leur production de pétrole d'ici 2030. Même si les mesures étaient timides et pas au niveau des attentes des acteurs associatifs, le rétropédalage de la COP29 est beaucoup plus inquiétant pour les défenseurs de l'environnement. En effet, le sommet de Bakou, à Bakou en Azerbaïdjan en 2024, se tient dans un pays qui considère le pétrole comme un don de Dieu. De ce fait, le sommet a été le théâtre d'un rétropédalage et d'une mise de côté intentionnelle de la question des énergies fossiles. Sans accord clair ni concertation sur le plus petit dénominateur commun, le concept même de la COP est mis à mal. Une autre inquiétude concerne la remise en question du processus de production du prochain rapport du GIEC, qui traitera la question de la décarbonation du mix énergétique. Ainsi, le GIEC se retrouve dans un jeu diplomatique entre les acteurs pro-fossiles, qui poussent pour que le sujet soit le plus vite traité, et les États pétroliers qui essayent de retarder la sortie du rapport pour reculer les échéances du régime climatique. Comme le montre Carrie de Prick, le GIEC est donc à la merci d'un green backlash inquiétant qui pourrait retarder la prise de conscience de la nécessité d'une sortie fossile. Comme le résume très bien Justine Ripoll. Donc on est vraiment dans un contexte de remise en question au niveau national qui est assez inquiétant et au niveau international qu'on a vu notamment à l'occasion des COP qui reste encore une fois très marqué par un manque de volonté politique des pays pétroliers et gaziers très clairement, mais finalement même des autres à acter dans les termes la nécessaire sortie des énergies fossiles dans un timing qui soit voilà, adapté au budget carbone. Et si on rajoute à ça le contexte récent de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, clairement, on est dans une situation qui est hyper inquiétante de ce côté-là. Avec la COP29, les États pro-sorties fossiles se sont rendus compte des faiblesses du fonctionnement même de la COP et se replient donc sur d'autres solutions de concertation, les clubs d'États. Cette diplomatie de clubs n'est pas nouvelle puisque c'est un mécanisme d'organisation internationale classique. Par exemple, le G7 s'est saisi de la question de l'orientation énergétique pour déclarer vouloir imposer une élimination des centrales à charbon d'ici 2040, sans pour autant mentionner la sortie fossile. D'autres clubs d'États de bonne intention se sont formés, comme en Norvège en 2017, avec la déclaration Lofoten, signée par 76 pays, qui déclare la sortie fossile inconditionnelle de l'action climatique. Sur le plan économique, on peut aussi citer des initiatives comme la COFIS, Coalition on Phasing Out Fossil Fuels Incentives, une organisation qui cherche à éliminer les subventions d'énergie fossile de plus de 1500 milliards de dollars. Outre les clubs et la COP, l'organe régional qui reprend les questions de la décarbonation de l'énergie est l'UE. En effet, la sortie de la dépendance aux énergies fossiles constitue depuis récemment une préoccupation majeure de la politique environnementale européenne pour lutter contre le réchauffement climatique. Outre le marché du carbone lancé en 2005 et généralisé à plusieurs secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, le Green Deal en 2019 oblige les 27 États membres d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et vise l'objectif Fit for 55 qui prévoit une réduction de 55% des gaz à effet de serre en 2030. Le cadre législatif a été précisé par la directive sur le climat en 2021 qui impose un cadre contraignant aux États membres, contrairement aux déclarations prises dans les clubs ou les engagements faits lors des COP. De plus, l'UE s'est aussi engagée en 2024 contre les financements fossiles en se retirant de la Charte européenne de l'énergie, le TCE, qui protège les investissements fossiles sans distinction, afin de respecter ses objectifs climatiques. Ainsi, au niveau international et communautaire, la question de la sortie fossile permet de repenser le régime international du climat en se diversifiant et en se concentrant sur des pays leaders qui ne sont pas forcément le reflet de la logique de puissance comme l'est la diplomatie traditionnelle. En témoignent les initiatives des États insulaires qui mettent à l'agenda international ces questions et poussent les pays développés à aider les pays en développement et à financer leur transition. De la même manière, sous l'impulsion du président colombien Gustavo Petro, les États sud-américains se sont réunis en 2023 à Belém pour discuter de la préservation de l'Amazonie contre des nouvelles exploitations pétrolières. De ce sommet est ressorti des positions très opposées entre le Venezuela qui prône une utilisation de la ressource amazonienne et la Colombie qui propose une bioéconomie financée par les pays
développer Polluaire via un fonds permettant une transition vers les énergies fossiles renouvelables, alimentées par une taxe globale sur le pétrole et par l'emploi généré. Ces initiatives à l'international influent sur le cadre juridique et politique français, et c'est ce que nous allons étudier tout de suite. Depuis longtemps, on sait que notre dépendance aux énergies fossiles pose problème. Le Grenelle de l'environnement en 2007 marque un premier tournant. Pour la première fois, l'État reconnaît officiellement la nécessité de réduire notre consommation de pétrole, gaz et charbon. Quelques années plus tard, en 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte est adoptée. Elle fixe un objectif clair, réduire de 30% la consommation d'énergie fossile d'ici 2030 par rapport à 2012. Pour y arriver, la loi encourage le développement des énergies renouvelables et améliore l'efficacité énergétique dans l'industrie et les transports. Une belle ambition sur le papier. En 2017, un pas supplémentaire est franchi avec la loi Hulot. Son objectif est historique, en voulant atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle prévoit également une mesure symbolique forte avec l'interdiction de toute nouvelle exploration d'hydrocarbures en France et la fin de leur exploitation d'ici 2040. Mais très vite, un paradoxe apparaît, car si la France interdit les nouveaux forages sur son sol, elle continue d'importer du gaz naturel liquéfié, GNL, notamment des États-Unis. En clair, on ne produit plus chez nous, mais on consomme toujours autant. En 2019, la loi énergie-climat et la stratégie nationale bas carbone viennent renforcer l'objectif de 2050. Cette fois, des mesures contraignantes sont mises en place, avec des quotas carbone pour les entreprises, des taxations des émissions ou encore un encadrement des investissements fossiles pour accélérer le basculement vers des alternatives durables. Pour concrétiser ces engagements, la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, est un outil de planification qui définit les priorités énergétiques de la France sur 10 ans, avec des objectifs de réduction des énergies fossiles et de développement des renouvelables. La PPE prévoit notamment la baisse de 40% de la consommation de gaz fossile d'ici 2030 et la fermeture progressive des centrales à charbon. On voit donc une volonté politique de transition, mais dans les faits, les contradictions persistent, comme le dit Justine Ripoll. Il y a quand même un manque de volonté politique hyper fort d'acter cette sortie des énergies fossiles, y compris au niveau national, où on pourrait se dire, bah, en fait, la France n'est pas un État pétrolier, gazier, et donc en fait, ce serait plus facile pour nous d'acter une sortie au moins sur le territoire national. Et en fait, on voit avec des projets locaux comme la Thèse de Buch, comme Nonville, euh, ou même comme les récentes déclarations de Manuel Valls pour la Guyane, que en fait, c'est un débat qui est pas du tout gagné et qu'il y a une forme de remise en question des lois qui justement interdisaient. Un premier cas concret qui illustre bien ce décalage entre les objectifs affichés et la réalité du terrain est le projet de forage pétrolier à la Thèse de Buch en Gironde. La concession de Gazo, exploitée par Vermilion Énergie, a été prolongée jusqu'en 2035. Actuellement, elle extrait 1500 barils de pétrole chaque jour. En juillet 2022, Vermilion a demandé l'autorisation d'ouvrir 8 nouveaux puits de pétrole. En novembre 2023, une enquête publique favorable a été menée et une décision finale du préfet est attendue. Le problème, c'est que ce projet se trouve en pleine forêt de la Thèse de Buch, un espace naturel classé Natura 2000, ravagé par les incendies de 2022. Les risques environnementaux sont énormes entre pollution des nappes phréatiques, menaces pour la biodiversité et poursuite des émissions de CO2 en totale contradiction avec la neutralité carbone. Pourtant, ce projet reste légal, car il s'agit d'une extension d'un forage existant et non d'une nouvelle exploration. Une faille dans la loi Hulot qui permet à ce type d'exploitation de poursuivre. Le débat sur l'extension de ce projet divise. D'un côté, le gouvernement défend le projet. Christophe Béchu, quand il était ministre de la Transition écologique, a déclaré « Tant qu'on a encore besoin de pétrole, il vaut mieux qu'il vienne d'ici plutôt que du bout du monde ». De l'autre côté, les militants écologistes dénoncent une absurdité. Greenpeace, Stop Total, Extinction Rébellion s'indignent. Continuer à forer, c'est reculer face à la transition. Si on suit cette logique, on n'arrêtera jamais. Et les oppositions au projet ne cessent de grandir. Le 11 février 2024, une manifestation à Bordeaux rassemble 3000 personnes contre le projet. La pression repose maintenant sur le préfet de Gironde qui doit décider s'il autorise ou non le forage. Un autre projet français lié aux énergies fossiles suscite également une forte réaction, le projet de forage pétrolier à Nonville, un petit village de la Seine-et-Marne.
Ce dossier suscite de vifs débats dans les domaines environnementaux, juridiques et sociétaux. Pour le contexte, un arrêté préfectoral a donné son accord en décembre 2023 pour l'extension de la concession pétrolière gérée par Bridge Energy, qui était précédemment appelée Bridge Oil. Initialement restreinte à une superficie de 10,7 km², cette concession s'est élargie pour atteindre 53,3 km² et permet désormais le forage de nouveaux puits d'extraction. La société vise explicitement un accroissement de la production locale d'hydrocarbures, soutenant le besoin impératif de subvenir aux demandes énergétiques du pays. L'un des principaux points de contention concerne la protection des ressources en eau. La plateforme de forage est située à proximité immédiate de zones de captage essentielles, alimentant en eau potable environ 180 000 habitants de la région parisienne. Les associations environnementales expriment de vives inquiétudes quant au risque potentiel de pollution des nappes phréatiques, d'autant plus que des incidents antérieurs, notamment en 2013 et en 2022, ont déjà affecté la rivière Lunin. Dan Lair, président d'Eau de Paris, s'est fermement opposé à cette extension, soulignant la menace directe qu'elle représente pour les ressources en eau. Eau de Paris a ainsi déposé une demande d'annulation judiciaire de l'arrêté préfectoral. Le maire de Nonville a aussi exprimé son mécontentement, signalant par exemple qu'une habitation se trouve à seulement 140 mètres de la plateforme de forage, une distance inférieure aux 250 mètres requis par les normes en vigueur. Ce projet, au-delà des enjeux locaux, ravive les discussions autour de la politique énergétique du pays. En particulier par le biais de la loi Hulot de 2017, la France a pris l'engagement de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et de restreindre les projets en rapport avec les énergies fossiles. Mais cette loi autorise également l'extension des permis en cours, comme c'est le cas pour Nonville. Beaucoup d'activistes pour le climat considèrent donc cette situation comme une régression qui prolonge la dépendance du pays vis-à-vis des énergies fossiles. Face à cette situation, une mobilisation significative des associations s'est mise en place. Les organisations telles que les Amis de la Terre, Notre Affaire à tous, France Nature Environnement et le réseau Action Climat ont rejoint Eau de Paris dans ce recours contre l'arrêté préfectoral. Le 13 octobre 2024, ces associations ont déposé des interventions volontaires pour soutenir l'action en justice, pointant du doigt les lacunes de l'étude d'impact environnemental et la sous-estimation des risques de pollution. Anna-Léna Rebaud, porte-parole des Amis de la Terre, a critiqué la portée limitée de la loi Hulot, rappelant qu'elle interdit des nouveaux permis de recherche mais autorise l'extension de concessions existantes. Maxime Collin, juriste chez France Nature Environnement, a aussi exprimé des réserves quant à la justification du projet qui serait motivé davantage par des intérêts financiers que par une réelle transition énergétique. Bridge Energy, pour sa part, soutient le projet en affirmant que les forages sont essentiels pour satisfaire aux exigences énergétiques du pays. La société garantit que toutes les activités seront menées en conformité totale avec les normes écologiques et met l'accent sur le fait que la plateforme de Nonville créera des postes au niveau local. Une décision majeure a été prise par le tribunal administratif de Melun le 30 janvier 2025, constatant l'illégalité de plusieurs éléments de l'autorisation préfectorale, y compris le manque d'une étude d'impact environnemental complète et l'absence de détermination des garanties financières. Le tribunal a accordé à Bridge Energy et au préfet de Seine-et-Marne un délai de 10 mois pour mettre la situation en règle. Même si des solutions apportées à la question de la transition énergétique ne sont pas suffisantes actuellement, d'autres pistes ont été avancées par les acteurs pro-fossiles. Tout d'abord, sous l'impulsion des États insulaires, certains États pro-sorties fossiles se sont réunis pour proposer un traité correctif de non-prolifération des énergies fossiles. L'objectif est d'éliminer progressivement l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. En prenant comme modèle le traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui a été signé en 1970 en pleine guerre froide, les États les plus vulnérables au changement climatique, aussi appelés les V20, tentent d'utiliser ce traité correctif pour instaurer un régime international contre un blocage institutionnel des États puissants ayant des intérêts dans les énergies fossiles. L'objectif de ce Fossil Fuel Treaty serait de stopper l'expansion des énergies fossiles et de les réduire progressivement en assurant une transition juste vers les énergies renouvelables. Même si ces États pétroliers ne prennent pas part aux négociations, le traité, s'il est signé, permettra d'ouvrir une fenêtre d'Overton afin de renverser le tabou autour des énergies, de la question des énergies fossiles. Mais qui dit transition dit investissement, et donc on en revient à la question du financement de la transition. Tout d'abord, il faut encadrer les investissements fossiles car les banques préfèrent plutôt investir dans de nouveaux projets de forage que dans le financement d'une transition verte. 8 banques identifiées, dont 6 occidentales, selon un rapport publié par l'association Stand for Earth. De plus, l'idée d'une taxe sur les carbon majors permettait de constituer un fonds pour assurer une transition verte, mais cela impliquerait un accord international signé par tous, ce qui semble peu réalisable dans ce contexte géopolitique tendu.
Enfin, ce qui est avancé par les pays pétroliers pour justifier leur production d'énergie fossile sont les innovations amenées par le champ scientifique. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, prône des solutions innovantes comme le captage du carbone et son stockage pour vendre une production de pétrole atténuée, car une partie des émissions auront été piégées. Ces solutions sont soutenues par les pays pétroliers comme les Émirats arabes unis, mais ils ne s'attaquent pas à la racine du problème et permettent de justifier une utilisation sans fin du pétrole. D'autres pays, notamment européens, mettent en avant le rôle des énergies renouvelables qui devront nécessairement prendre plus de place dans le mix énergétique mondial. Pourtant, cette position est critiquée, notamment par les ingénieurs comme Jean-Marc Jancovici, qui pointent du doigt des énergies renouvelables très polluantes tout au long du cycle de vie. Nous allons à présent explorer le rôle crucial que jouent les ONG et les associations dans la bataille contre l'utilisation des énergies fossiles. Devant l'absence d'action ou parfois la complaisance des gouvernements et des grandes entreprises, ces intervenants prennent un rôle crucial en mobilisant les citoyens, en organisant des campagnes de plaidoyer et avant tout en engageant des procédures judiciaires. Ils ont un but précis, hâter la transition énergétique et contraindre les acteurs économiques et financiers à assumer leurs obligations. Nous allons examiner leur mobilisation en 3 volets. Premièrement, une introduction aux principaux intervenants, ensuite une étude de leur méthode d'action et finalement un point détaillé sur les obstacles qu'ils affrontent dans leur lutte. Sur la scène mondiale, de nombreuses organisations ont gagné en renommée en raison de leur lutte contre les projets liés aux énergies fossiles et de leurs initiatives pour promouvoir les énergies renouvelables. L'organisation internationale 350.org mène des actions contre les projets liés aux énergies fossiles et pour le désinvestissement dans les industries de ce secteur. Greenpeace s'engage dans des actions directes et des poursuites judiciaires contre l'exploitation pétrolière et les pratiques de greenwashing de certaines entreprises. Friends of the Earth International se consacre à la quête d'une justice climatique équitable, alliant des actions de défense et des initiatives de sensibilisation contre les projets liés aux énergies fossiles. Clean Earth se sert du droit pour obliger les entreprises et les gouvernements à adhérer à l'accord de Paris. Le réseau d'action climat regroupe les ONG en faveur d'une décarbonation accélérée. Reclaim Finance s'oppose au financement d'origine fossile fourni par les banques. Ensuite, les actions locales ont aussi une importance primordiale. Stop EACOP s'oppose à la mise en place d'un pipeline pétrolier entre l'Ouganda et la Tanzanie. Les soulèvements de la terre regroupent des activités opposées aux initiatives dévastatrices associées aux énergies fossiles. L'opposition citoyenne organisée du collectif Non au terminal méthanier du Vernon témoigne aussi de la force de la contestation face à des projets d'énergie fossile locaux. Justine Ripoll, avec les exemples des procès contre Total et BNP, sur lesquels nous reviendrons plus tard, nous rappelle de la force de la collaboration et de la co-construction entre ces différents acteurs. Même les petites avancées, qu'elles soient symboliques ou ayant quand même un impact sur le terrain, c'est toujours le fruit de beaucoup de travail collectif, parce qu'on est face tellement en termes d'ampleur de l'inertie, on est vraiment face à un géant, donc on a forcément besoin de s'associer. Et puis, c'est aussi vraiment dans l'ADN de notre affaire à tous. Nous, on va développer une connaissance de plus en plus fine des leviers juridiques, du fonctionnement des tribunaux, etc. Mais on n'est pas forcément expert de tous les sujets climat-environnement qu'on aborde. Et donc, du coup, on va toujours collaborer avec des gens qui vont être experts de ces sujets-là ou qui ont aussi un intérêt dans ces questions, puisqu'on sait qu'il y a toujours aussi une composante symbolique assez contentieux. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur l'action en justice contre Total, on est avec des associations, mais on est aussi avec des collectivités territoriales pour qui c'était hyper important de dire, en fait, même si nous, on est des élus locaux, c'est nous qui allons assumer la charge des impacts du changement climatique. Et donc, on a aussi notre mot à dire sur la stratégie de Total en général. Euh, Dans l'affaire BNP, c'est pour ça aussi qu'on s'est associé avec les Amis de la Terre et Oxfam, qui, eux, pendant 10 ans au moins, ont parlé avec les banques de cette question de la sortie des énergies fossiles en général et puis spécifiquement du charbon. Et donc ça, c'est des acteurs voilà, qu'on va retrouver.
Euh, Dans les autres typologies d'acteurs, il y a aussi des acteurs qui vont travailler plus sur, on va dire, le plaidoyer auprès des parlementaires et des diplomates, comme le réseau Action Climat. C'est pas forcément leur type d'action les plus visibles, mais ils sont de plus en plus présents aussi sur cette question de la sortie des énergies fossiles, en lien, y compris avec les actions de Total, puisqu'en fait, Total ne pourrait pas développer des nouveaux projets pétrogaziers partout dans le monde s'il n'y avait pas le soutien de réseaux diplomatiques français. Ça s'est même vu à des endroits, des ambassades françaises qui se créaient le long de projets de Total, là où ça n'existait pas. Donc il y a vraiment une complémentarité, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il y a une forme de relation entre Total et l'État français et les réseaux diplomatiques français spécifiquement, qui est hyper problématique et que le RAC essaye aussi d'aborder, que ce soit pendant la commission d'enquête parlementaire, mais aussi au sein des instances comme les COP, etc. Et après, dans les autres acteurs avec qui on va travailler sur la sortie des énergies fossiles, il y a aussi tous les acteurs de terrain et qui vont mobiliser des leviers d'action qui sont pas les nôtres, mais qui sont clairement complémentaires. Et donc là, on peut citer bah, les actions justice climat, les extinctions rébellion, scientifiques en rébellion, etc., qui vont aussi aller se positionner sur ces sujets, qui vont faire de la désobéissance civile, etc., et qui ont une action qui est vraiment complémentaire de la nôtre pour alerter sur les stratégies de ce type d'acteurs. Euh, qui je peux vous citer d'autres? Ça me paraît déjà pas mal. Ouais. Et est-ce que aussi, du coup, il y a des acteurs locaux, des fois, qui peuvent être impliqués? Est-ce que vous trouvez que les citoyens, j'imagine déjà en France, vous avez peut-être des exemples aussi à l'étranger, qui se sentent plus concernés par l'extension de nouveaux projets, Courage ou autres? Bah, clairement, dans nos combats, on rencontre aussi pas mal de citoyens qui ont envie de se mobiliser en soutien de nos actions ou en général sur ces sujets-là. On l'a beaucoup vu avec, par exemple, l'affaire BNP, où une fois qu'on avait sorti notre action en justice, on a reçu vraiment beaucoup de soutien de la part de scientifiques, y compris pour aller directement faire pression auprès de la BNP. On a reçu beaucoup de soutien aussi des étudiants qui étaient prêts à se positionner et à dire, en fait, moi, je n'irai pas travailler auprès d'entreprises comme Total ou BNP tant qu'ils font pas le job en termes climatiques. On reçoit aussi pas mal de soutien de la part de salariés aussi de ces entreprises, syndicats, mais aussi des salariés individuels en fait qui prennent contact avec nous et qui nous partagent leurs difficultés eux en interne à faire émerger ces questions, qui nous demandent bah voilà comment eux ils peuvent à leur échelle aussi faire pression, faire passer le message, sensibiliser en interne. Et au niveau local, on va avoir aussi beaucoup de personnes qui bah, se mettent en contact avec nous euh, pour deux raisons. À ce stade, c'était plus la question de l'impact sur leur santé. En fait, ceux qui vont être proches bah, des anciennes usines de Total, etc., qui vont développer des pathologies et qui nous partagent en fait le fait, c'est triste, c'est un peu toujours la même histoire personnelle, c'est-à-dire qu'au départ c'est une intuition qu'il y a un lien entre la maladie qu'ils ont développée ou qu'un membre de leur famille a développé et des installations à proximité de Total, etc. Et puis, comme je le disais avec la nouvelle annonce de Valls, si typiquement ce genre de choses voyait le jour, bah on se mettrait en relation ou on serait contacté par des gens aussi au niveau local qui auraient envie de s'opposer à ce type de projet. Maintenant que nous avons une meilleure idée des acteurs impliqués, intéressons-nous à leurs moyens d'action. Quels leviers utilisent-ils pour exercer une pression efficace sur les grandes entreprises fossiles et les gouvernements?
Les grandes entreprises pétrolières et gazières, les carbon majors, sont responsables d'une part significative des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon le rapport Carbon Majors Database, publié par le Carbon Disclosure Project en collaboration avec le Climate Accountability Institute en 2017, 100 entreprises fossiles sont responsables de près de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988. 25 entreprises seulement représentent environ 51% des émissions cumulées depuis 1988. Parmi ces entreprises figurent des géants comme Saudi Aramco, Shell et BP qui sont parmi les principaux contributeurs individuels. Les émissions incluent à la fois les émissions directes des opérations des entreprises, Scope 1 et 2, et les émissions dues à la combustion des produits fossiles qu'elles vendent, Scope 3. En raison de leur rôle dans la crise climatique, un grand nombre d'ONG ont décidé de les poursuivre directement par voie judiciaire pour les forcer à modifier leur plan industriel. Ces mesures ont pour but de les harmoniser avec les buts établis par l'Accord de Paris en réduisant leurs émissions et en mettant fin à la croissance des projets liés aux énergies fossiles. Par exemple, en 2021, l'association néerlandaise Milieu Défensie, une section locale de Friends of the Earth, a gagné un procès marquant contre Royal Dutch Shell devant la Cour de la Haye. Shell avait fait part de ses engagements en matière de climat, mais ses initiatives d'expansion dans le secteur pétrolier et gazier laissaient transparaître un manque d'action tangible pour une véritable transition énergétique. Milieu Défensive a donc attaqué l'entreprise en justice, arguant que ses activités étaient incompatibles avec les objectifs de l'accord de Paris. Le tribunal a jugé que Shell devait réduire ses émissions de 45% d'ici 2030 par rapport à 2019. Cette décision inclut non seulement les émissions directes de Shell, mais aussi celles générées par l'utilisation de ces produits. C'est la première fois qu'un tribunal oblige une entreprise pétrolière à aligner ses activités sur les objectifs climatiques globaux. Cette décision a été applaudie comme un progrès significatif dans la tenue responsable des grandes compagnies fossiles sur le plan juridique. En 2024, Shell a reçu un allègement partiel de cette décision par la Cour d'appel, permettant à la société de fixer elle-même la méthode pour réduire ses émissions. Mais l'opinion publique continue de peser lourdement et cette décision conserve une importance juridique notable. En France, l'initiative judiciaire engagée contre Total Énergie par Notre Affaire à tous et les Amis de la Terre s'aligne sur la même orientation que l'affaire Shell. On sait très bien qu'il y a un manque de volonté de la part des énergéticiens et compagnies pétrolières pour sortir des énergies fossiles et que c'est pas juste une question de demande. Et donc, on va aussi avoir des actions en justice du coup qui vont cibler les pétroliers et notamment Total en France, puisque vis-à-vis des autres énergéticiens, en fait, chacun va s'occuper, on va dire, de sa compagnie pétrolière nationale. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'actions en justice contre Total Energy. Alors, il y en a une première qui est celle la plus simple à expliquer, qui est celle sur le greenwashing qu'on a sorti en 2022 euh, et qui nous paraît importante parce que à la fois déjà juridiquement c'est intéressant d'aller qualifier le greenwashing de manière juridique et dire que bah, en fait ça rentre tout à fait dans les questions de droit de la consommation et donc de publicité mensongère et donc c'est une manière voilà de jouer à la fois sur l'offre et la demande puisque du coup Total se présentant en transition aller contester ça devant les tribunaux c'est une manière aussi encore une fois d'avoir un arbitre qui va dire si Total est effectivement en transition ou non, et si ces allégations de neutralité carbone ou allégations qui présentent notamment le gaz comme une énergie de transition et pas une énergie fossile, tout ça, en fait, ça doit s'arrêter. Une autre manière de clore aussi un peu, on va dire, le débat sur est-ce que Total est en transition, c'est aussi, on a beaucoup été impliqué dans l'enquête, la commission d'enquête parlementaire qui a eu en 2024 et qui était un élément important aussi de faire reconnaître le modèle économique qui est encore majoritairement basé sur les énergies fossiles de Total par le Parlement, puisque ça peut aussi nous servir devant les tribunaux. Une dernière action qu'on a directement sur Total, ça va être l'action qui est basée sur le devoir de vigilance qu'on porte avec des associations et des collectivités territoriales. Et elle va vraiment plus frontalement aborder la question de la trajectoire climatique de Total et notamment de ses plans d'expansion, donc le fait d'ouvrir des nouveaux projets pétrogaziers.
Donc on mobilise la loi sur le devoir de vigilance française pour faire ça, puisque c'est une loi qui oblige les entreprises à publier un plan et à mettre en œuvre des mesures pour prévenir les risques et les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Et quand on parle de crise climatique, notamment en lien avec les énergies, l'utilisation d'énergies fossiles, ben, on coche vraiment ces deux cases à la fois de violation massive des droits humains, mais clairement d'atteinte à l'environnement. Et quand on regarde le plan de vigilance de Total, bah, en fait, c'est pas du tout au niveau. Déjà de manière très claire, parce que c'est une entreprise qui est en expansion, donc qui va pas être en respect des principes de prévention, de précaution. Euh, voilà. Mais du coup, donc on analyse son plan de vigilance et on l'attaque pour demander aux tribunaux justement de, un peu comme ça avait été fait avec Shell aux Pays-Bas, d'enjoindre la multinationale à vraiment accélérer sa transition et donc à basculer son modèle économique. On sait que voilà, c'est une pression qui sera pas suffisante, mais qui est nécessaire aussi. De la même manière que les parlementaires ont pu se positionner sur est-ce que Total est en transition, bah, qu'un juge le fasse aussi et puis s'enjoindre à l'entreprise de changer son modèle économique. On sait que c'est quelque chose qui va avoir, voilà, qui va exercer une pression politique, mais qui peut être aussi une pression financière, parce qu'une entreprise qui est poursuivie, déjà on voit que ça peut inquiéter aussi ses financeurs, ses investisseurs, mais si elle est condamnée, cette pression, elle existe encore plus. Bien que le processus soit encore en cours, il a déjà contribué à accroître la pression du public sur Total Energy. Ce procès est devenu le symbole de la bataille pour la transparence et la responsabilité des grandes entreprises fossiles en France. Les organisations non gouvernementales ne se contentent pas d'utiliser les voies judiciaires pour exercer des pressions sur les grandes entreprises fossiles. Elles utilisent aussi des stratégies de communication anticipatives pour souligner les incohérences entre les discours et les actions de ces entreprises, tout en sensibilisant le public aux véritables défis climatiques. Ces méthodes sont cruciales pour la participation citoyenne et pour l'exercice d'une pression économique sur les entreprises qui exploitent les énergies fossiles. Premièrement, Total Energy communique abondamment sur ses investissements dans les énergies renouvelables, mettant en avant des projets de développement solaire et éolien. Mais d'après de nombreux rapports d'ONG, la plus grande partie des investissements de l'entreprise continue à se diriger vers l'élargissement des projets dans les secteurs du pétrole et du gaz. Notre affaire à tous et Greenpeace ont dénoncé ce greenwashing à travers diverses campagnes. Les ONG publient aussi des rapports d'enquête qui mettent en lumière les incohérences des entreprises fossiles. Greenpeace a produit des rapports détaillant les parts respectives des énergies fossiles et renouvelables dans les investissements et des grandes entreprises. On a aussi des campagnes emblématiques de boycott. Greenpeace a initié de nombreuses campagnes de boycott à l'encontre d'entreprises et de leurs produits associés aux énergies fossiles. Ces campagnes visent à mobiliser les citoyens pour qu'ils retirent leur soutien économique à des entreprises fossiles ou à leurs partenaires financiers. En 2021, Greenpeace a lancé une campagne pour dénoncer le greenwashing de Total Energy, #StopTotalGreenwashing, notamment sur ses publicités vantant ses investissements dans les énergies renouvelables. Greenpeace a encouragé un boycott des produits et services de Total Energy, tout en demandant une réglementation stricte des publicités sur la transition écologique. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui aussi des plateformes stratégiques pour les ONG. Ils permettent de sensibiliser rapidement le grand public, de mobiliser les citoyens et d'exercer une pression directe sur les entreprises et les décideurs. Les ONG utilisent des campagnes virales pour capter l'attention et sensibiliser le public aux enjeux environnementaux liés aux énergies fossiles. Ces campagnes reposent sur des hashtags accrocheurs, des vidéos impactantes et des visuels provocants. On a l'exemple de #Fridays for Future, qui est un mouvement initié par Greta Thunberg, qui a utilisé le hashtag pour encourager les jeunes du monde entier à manifester chaque vendredi contre l'inaction climatique des gouvernements et des grandes entreprises. Les réseaux sociaux ont été essentiels à la viralité de ce mouvement qui a réuni des millions de jeunes dans la rue. Le naming and shaming vise aussi à exposer publiquement les responsables politiques dont les actes nuisent à l'environnement pour les inciter à agir et à prendre la responsabilité de leurs décisions. Total Energy est un des exemples fréquents de cibles pour des ONG comme Greenpeace et les Amis de la Terre. Ces organisations ont mené des campagnes en ligne lors des assemblées générales de l'entreprise, interrogeant directement les dirigeants sur leur implication dans l'élaboration de nouveaux projets fossiles en Afrique. Sous l'œil vigilant des médias, Total Energy a été contraint de clarifier ses promesses en matière climatique.
Les plateformes, ensuite, comme change.org ou Avaz, sont beaucoup utilisées pour lancer des pétitions. En 2023, une pétition contre l'oléoduc EACOP, East African Crude Oil Pipeline, relayée sur les réseaux sociaux par Greenpeace et 350.org, a recueilli des centaines de milliers de signatures en quelques jours. De plus, les réseaux sociaux permettent une diffusion continue de messages critiques. Les ONG utilisent les stories Instagram, les threads Twitter et les vidéos TikTok pour maintenir une pression constante sur les entreprises fossiles. Les ONG, notamment Notre Affaire à tous, ont aussi adopté des stratégies de plus en plus incisives pour contraindre les banques et les investisseurs à cesser de financer les projets liés aux énergies fossiles. Ces actions visent à exposer les responsables du financement des projets polluants et à mettre en lumière leur rôle dans le maintien de l'industrie des combustibles fossiles. En 2023, Notre Affaire à tous et ses partenaires ont intenté un procès contre BNP Paribas, l'accusant de ne pas respecter ses engagements climatiques en continuant de financer des projets liés aux énergies fossiles. Cette action s'inscrit dans une démarche plus large visant à responsabiliser les institutions financières pour leur rôle dans le financement de projets polluants. Le procès a eu lieu le 17 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris. Et les associations requérantes ont demandé à la banque de cesser immédiatement tout soutien financier aux nouveaux projets pétroliers et gaziers et d'adopter un plan de sortie du secteur des énergies fossiles. C'est l'action en justice contre BNP Paribas, puisque du coup, la logique, c'était de remonter la chaîne et de se dire, bon, bah, si la pression déjà d'un contentieux ne fait pas bouger Total, qu'il n'y a pas forcément de volonté politique aujourd'hui, à part le rapport parlementaire, d'imposer des réglementations plus strictes à Total, et ben, on peut jouer aussi sur les soutiens financiers qu'il va avoir, notamment d'acteurs financiers comme la BNP, qui, même si c'est une banque française, en fait, est une banque sur la question de l'expansion des énergies fossiles et vraiment une banque qui a un rôle prépondérant au niveau mondial, puisque quand on l'a attaquée en justice, elle était le premier financeur des majors en expansion. Donc, c'est grâce à la BNP que euh, des compagnies comme Total peuvent ouvrir des nouveaux projets pétrogaziers qui sont complètement en dehors du budget carbone restant si on veut viser encore les 1,5 degrés. Et ça, c'est une action en justice qui est plus intéressante d'un point de vue campagne que Total, où en fait Total, ils ont l'habitude d'être attaqués et d'une certaine manière, ça pose des questions qui sont complexe par nature, parce que c'est une entreprise qui fait ses profits et qui a toutes ses activités, ou en tout cas une grande majorité sur les énergies fossiles. Donc lui demander de changer complètement sa raison d'être, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus compliqué. Alors par définition, un acteur financier, il peut financer du renouvelable comme du fossile. Et pour des raisons de profit, jusqu'à très récemment, en fait, ça s'est très peu fait. Et ce qu'on a vu, c'est que pour demander aux acteurs financiers de sortir du charbon, ça a pris 10 ans, ce qui était vraiment beaucoup trop long. Et donc on s'est dit sur la question du pétrole et du gaz, et notamment des nouveaux projets de pétrole et gaz, on va pas pouvoir attendre 10 ans. Et donc cette action en justice, c'était voilà, une première au niveau mondial d'aller justement chercher la responsabilité d'un acteur financier pour son soutien à l'expansion fossile. Et d'un point de vue campagne, c'est plus intéressant parce que la BNP a bougé. Depuis qu'on l'a attaquée en justice, en fait, régulièrement, elle a pris des nouveaux engagements qui étaient des engagements qui étaient vraiment historiques pour un acteur de cette ampleur-là. Euh, alors, le premier engagement qu'elle a pris, c'est de ne plus financer directement les projets. Alors, c'était un engagement qui lui coûtait pas très cher, puisqu'en fait, c'est pas le principal levier de financement de ces nouveaux projets fossiles, mais c'était déjà un pas, puisqu'en fait, ça permettait d'acter en fait que la BNP reconnaît la nécessité de sortir des énergies fossiles et de couper ses financements. Le deuxième engagement qu'elle a pris, qui était pour le coup un engagement qui est beaucoup plus conséquent parce qu'on parle quasiment de la moitié de ses financements à l'expansion fossile, elle a décidé en mai 2024 de ne plus émettre d'obligations pour les entreprises comme Total Energy. Alors, il y a toujours un peu des trous dans la raquette, mais c'est un engagement qui est quand même très fort et qui, en plus, a été suivi par le Crédit Agricole. Donc, on va dire, ça a fait un peu d'une pierre deux coups.
Et le dernier engagement que la BNP a pris, c'était en novembre 2024, donc assez récemment, et c'était sur la partie investissement et une mise en cohérence avec cette question de ne plus émettre des obligations. Ils ont aussi décidé qu'ils n'achèteraient plus de nouvelles obligations sur les marchés. Et donc ça fait que petit à petit, on coupe comme ça des leviers de financement à l'expansion fossile, ce qui résout pas totalement le problème parce qu'il peut y avoir si la BNP s'engage là-dessus, bah, en fait, d'autres acteurs peuvent prendre sa place, mais ça devient quand même beaucoup plus compliqué pour ces acteurs de prendre la place de la BNP et pour Total de financer ces nouveaux projets. Le 17 décembre 2024, une victoire d'étape a été obtenue pour l'affaire BNP, bien que la vigilance demeure. On a ensuite la stratégie Suivre l'argent, qui vise à traquer les mouvements financiers pour repérer les banques et les investisseurs qui appuient activement des initiatives liées aux combustibles fossiles. Le but est de rendre ces flux d'argent transparents pour permettre aux citoyens et aux consommateurs de comprendre où va leur argent et comment ils contribuent à des projets qui portent atteinte à l'environnement. Une fois ces flux identifiés, les ONG ciblent les banques et les entreprises concernées, les pressant de désinvestir des secteurs fossiles et de réorienter leur financement vers des énergies renouvelables ou des projets plus durables. Les ONG utilisent des données publiques, des rapports financiers et des analyses pour démontrer l'ampleur de l'implication des banques et des investisseurs dans l'industrie des énergies fossiles. L'idée est que, une fois cette information rendue publique, les banques et les investisseurs seront poussés à réévaluer leur portefeuille pour éviter d'être perçus comme des acteurs du changement climatique ou pire encore d'être attaqués en justice ou par la mobilisation publique. Bien que les actions juridiques telles que le procès contre BNP Paribas marquent des avancées significatives dans la lutte pour la sortie des énergies fossiles, les associations et ONG engagées dans cette cause font face à des obstacles considérables. La complexité des systèmes financiers, la résistance des grandes entreprises et l'influence des lobbies industriels rendent cette bataille longue. Par ailleurs, les questions juridiques, économiques et politiques associées aux investissements dans les énergies fossiles rendent ces initiatives plus complexes en termes d'efficacité. Malgré certains triomphes symboliques, les groupes de pression ont toujours du mal à influencer de manière significative les pratiques des institutions financières et des gouvernements pour provoquer un changement radical. L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les ONG est d'établir un lien clair entre les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise et les conséquences climatiques spécifiques. Ce lien est complexe à prouver car cela demande une justification détaillée sur comment une entreprise influence le changement climatique et ses répercussions sur des phénomènes climatiques spécifiques. Dans le cas des procès climatiques, comme ceux menés par notre affaire à tous, il est difficile pour les plaignants d'attribuer de manière incontestable les effets d'une entreprise à des événements spécifiques, comme des catastrophes naturelles ou des hausses de température, sans prendre en compte d'autres variables. En 2020, Friends for the Earth a tenté d'assigner Total en justice sur sa contribution aux gaz à effet de serre, mais a dû faire face à ces difficultés juridiques de preuve de lien de causalité directe avec les impacts climatiques. Bien que l'accord de Paris de 2015 représente une étape significative dans la collaboration mondiale visant à restreindre le réchauffement climatique à 1,5 degré, sa structure repose principalement sur des promesses volontaires. Les pays signataires ont pris l'engagement de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, mais ces promesses ne sont pas juridiquement obligatoires, rendant ainsi leur mise en œuvre devant la justice plus complexe. En 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé une réclamation à l'encontre de 5 pays européens, y compris la France, pour non-respect de leurs promesses en matière climatique. Comme l'indique Justine Ripoll, le manque de volonté de la part des États constitue un frein majeur à une décarbonation à plusieurs échelles. Les actions en justice engagées par les ONG, en particulier dans le cadre des procès climatiques, sont non seulement longues, mais aussi coûteuses. Les procédures judiciaires prennent souvent plusieurs années et les frais de justice, d'avocats et d'expertise sont élevés. En 2020, un procès initié par Friends of the Earth contre Shell aux Pays-Bas concernant la réduction de ses émissions a duré plus de 5 ans avant que la Cour ne rende une décision favorable, obligeant l'entreprise à réduire ses émissions de 45% d'ici 2030. Mais la lenteur du processus a permis à l'entreprise de continuer ses activités pendant toute la durée du procès. Ce facteur constitue un désavantage pour les ONG qui disposent de ressources limitées face aux entreprises fossiles disposant de moyens juridiques bien plus importants. Les entreprises dépendantes des combustibles fossiles mettent en œuvre des tactiques pour résister aux poursuites judiciaires et inhiber les démarches des ONG. Une de ces tactiques consiste à recourir aux poursuites bâillons, aussi appelées SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, dans le but d'intimider les activistes et de réprimer les critiques. Par exemple, en 2021, ExxonMobil a intenté plusieurs actions en justice contre les ONG pour empêcher la diffusion d'informations concernant sa pratique environnementale. Ces poursuites peuvent coûter très cher aux ONG qui doivent défendre leur liberté d'expression et leur droit de mener des actions publiques.
Par ailleurs, les entreprises fossiles investissent massivement dans le lobbying pour influencer les décisions politiques. On le voit régulièrement quand on travaille sur des projets de loi qui sont en lien avec la sortie des énergies fossiles et la réglementation de Total. On va être très en veille sur justement le lobbying de Total et consorts. Euh, Par exemple, il y avait une loi qui était passée au Parlement pour clarifier les enjeux procéduraux du devoir de vigilance. Et en fait, l'opposition, ou en tout cas le relais des arguments de Total dans ce débat procédural au Parlement, bah, on voyait qu'en fait, on avait fait de la veille et qu'on voyait que il y avait certains parlementaires qui étaient eux-mêmes actionnaires de Total. Des- Mm. C'est des éléments de veille qui sont importants aussi voilà, pour essayer de montrer aussi la porosité de ces liens. Le juge de première instance qui avait jugé notre action en justice contre Total irrecevable avant que la cour d'appel la considère recevable, et ben en fait, on s'en était rendu compte après la décision que il était lui-même le cousin d'un dirigeant de Total et qu'il n'avait pas déclaré ça en prenant le dossier. Euh, et là, récemment, on l'a beaucoup vu aussi autour des réglementations européennes concernant les multinationales, où le lobbying des entreprises pétrolières européennes, mais aussi américaines, a été, euh, a été très fort pour bah, saboter la loi en fin de négociation. Et puis là, récemment, pour aussi complètement faire annuler ou vider complètement de sa substance ces lois-là. Mais c'est un travail sur le lobbying, c'est un travail qui est effectivement laborieux, compliqué, et où là, il y a beaucoup de journalistes qui font aussi ce travail d'investigation parce on n'est pas du tout à armes égales, et à partir du moment où c'est pas transparent et avec autant d'argent de l'autre côté, on voit les effets, mais on a toujours du mal à accéder à la cause ou à faire la preuve de certains rendez-vous qui ont pu avoir. Pour conclure, on remarque donc que la mobilisation par le bas à travers les ONG et les associations a plus d'impact que les initiatives diplomatiques traditionnelles à l'international pour engager la transition de notre modèle dépendant aux énergies fossiles. En effet, en combinant action judiciaire, campagne de communication et mobilisation citoyenne, les ONG exercent une pression croissante sur les entreprises et les gouvernements. Néanmoins, leur lutte rencontre d'importants obstacles. L'opposition des grandes entreprises, le lobbying de l'industrie des combustibles fossiles et la lenteur du système judiciaire. En dépit de ces obstacles, elles demeurent des intervenants clés dans la transition énergétique. Leur action continue étant indispensable pour lutter contre l'absence d'action climatique et promouvoir des politiques davantage audacieuses. Un des points majeurs à surveiller reste tout de même le risque de green backlash que l'on observe déjà à l'international. Merci de nous avoir écoutés.